Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot sauvage et inconnu des archétypes. Donc c'est un oracle, en fait c'est pas vraiment un tarot, hein. Il a 78 cartes mais il ne suit pas la structure du tarot. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va travailler sur la psychologie, sur le développement personnel, voire spirituel, puisque tout est lié, tout a une interconnexion. Si on n'a pas suffisamment travaillé sa personnalité, on a du mal à faire un travail spirituel aussi. Et donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui a été réalisé par Kim Krans, qui a fait aussi le tarot sauvage et inconnu, donc le Wild Unknown Tarot, l'oracle Wild Unknown, je crois, avec des animaux. Donc ça, c'est son troisième jeu, avec cette orientation archétypale. Et je trouve qu'elle a fait un travail déjà très personnel à partir de... Enfin, pour créer ce jeu, en même temps qu'elle crée ce jeu, plus très en profondeur, donc très incarné. Alors, c'est un très joli coffret, on a vraiment un gros coffret, vous allez voir, avec une boîte à l'intérieur. Il est à 34,90 €. Là, donc, on a une présentation. Et on va pouvoir enlever la petite bande qu'on a autour. Vous voyez qu'on a une magnifique boîte. Alors ce type de boîte, alors sur le tarot, je l'ai récupéré pour en faire une boîte de rangement de cristaux. Voilà, vous pouvez en faire une boîte aussi de rangement de bijoux, ou vous pouvez conserver le jeu dans la boîte. Alors, hop, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a? Accepte tout. Ne rejette rien. Alors ça, c'est très important, puisque dans le travail sur les archétypes, on va avoir des choses, il y a toujours des ombres dans un archétype, et puis des choses lumineuses, et l'idée, c'est de tout accepter, d'accepter ce que l'on est, d'être capable de se voir dans le miroir, avec les choses dont on est fier, et les choses dont peut-être on est moins fier, ou qui nous font peur sur notre personnalité. Et l'idée, c'est de les intégrer, parce que lorsqu'on ne les reconnaît pas chez soi, lorsqu'on ne les intègre pas, on va les projeter sur l'extérieur, et notamment sur les autres. Et donc, ça crée des conflits, ça crée des souffrances, beaucoup pour soi, mais pour les autres aussi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller travailler sur ces archétypes et d'aller travailler sur soi. Donc, c'est un jeu de... Souvent on parle dans le monde du tarot et du développement personnel du shadow work. C'est un jeu pour faire du shadow work. Alors, on a un gros livre qu'on regardera tout à l'heure. Je finis de vous montrer la boîte. Donc, regardez comme c'est joli. Hein, ça va bien hein, pour déposer des bijoux, pour déposer des mots d'intention. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses avec. Après, on a une boîte rigide. Style, enfin forme boîte de camembert. À l'intérieur, on a une perle. J'aime beaucoup ce symbole de la perle, d'aller chercher la perle en nous. Et puis, donc, nous avons les cartes. Hop, voilà l'intérieur de la boîte. Pareil, c'est vraiment super, super joli. Alors, elle a travaillé avec un mélange de dessin à l'encre, comme dans ses jeux précédents, mais elle a ajouté aussi du collage, puisqu'elle a fait un travail sur elle-même en même temps qu'elle faisait ce jeu, qu'elle créait ce jeu, et elle est allée chercher donc elle a fait voilà, elle a rajouté des choses qui sont collées de façon un peu, voilà, le découpage n'est pas parfait, il y a un côté un peu naïf dans le collage, et au départ, ça m'avait gênée, parce que je trouve qu'esthétiquement, le jeu, ça donne un jeu qui est, pour certaines cartes, de mon point de vue, hein, de mon sentiment, moins joli que les jeux qu'elle a fait précédemment, et en même temps, je trouve que cette imperfection se mélange aussi avec des choses qu'elle a récupérées à l'extérieur, donc c'est pas seulement ses créations, ce sont aussi des extraits de photos qu'elle a découpées. Ça montre aussi l'aspect collectif des archétypes, c'est-à-dire les archétypes, ils existent, et ils existent de partout, ils existent chez chacun. Donc il y a cette idée d'existence des archétypes de partout, d'acceptation de l'imperfection. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de travailler. Donc ça m'a apporté aussi ça.
Donc voilà, alors on regardera les cartes ensuite, je vais vous montrer le guide, parce que c'est le guide qui apporte, bon, en plus des illustrations bien sûr, mais le guide apporte vraiment quelque chose d'intéressant et d'important. Donc si vous n'avez pas envie d'utiliser le guide, comme c'est un jeu qui est déjà assez cher, je trouve que ça serait dommage. Et vous passeriez à côté de 70% de ce que vous pouvez retirer de ce jeu-là. Donc n'investissez pas dans ce jeu-là si vous n'avez pas le temps pour faire des choses avec le tarot et pour faire du journaling, le lire, le livre, lire les explications des cartes chaque fois que vous les tirez. Voilà, ça serait dommage. Alors, le sommaire est très bien fait parce que on a la structure du jeu. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de parler d'archétypes à travers des personnages ou des rôles. Elle a rajouté archétypes et symboles. Donc, on a aussi des lieux, des outils et puis aussi des initiations. Donc, il y a un peu plus que ce que moi, j'appelle des archétypes. Mais toutes les cartes sont faites pour se faire ce travail un peu d'aller chercher des choses en soi qui correspondent aussi à des choses qui sont communes à chacun. Donc voilà, les personnages, les lieux, les outils, les initiations. Vous verrez aussi que je vous montrerai ensuite, il y a un tirage qui correspond à ces cartes-là, à ces familles-là, où on sépare en fait toutes les familles et on va tirer une carte de chaque famille. Alors, je vous conseille de lire aussi cette partie parce que c'est son expérience, comment est-ce que le jeu est né, dans quel esprit elle l'a fait, son expérience personnelle. Elle l'a fait alors qu'elle traversait une crise personnelle. Donc je trouve aussi que c'est intéressant ce partage. On a des petits textes qui n'ont pas l'air compréhensibles là, à première vue, en tout cas pour les gens qui n'en ont pas l'habitude de travailler soit avec les rêves, soit avec les notions d'archétype. Elle explique qu'est-ce que ça veut dire. La montagne plus profonde, la montagne intérieure. À l'intérieur, il y a une grotte qui contient le feu, qui contient l'océan. Donc voilà, là on est, vous voyez bien, dans des choses qui sont de l'ordre de l'esprit, où les règles, on va dire de la physique, ne s'appliquent pas, les règles de ce que l'on, enfin les règles de ce que l'on peut voir, et les choses, les lois auxquelles nous sommes soumis en extérieur ne s'appliquent pas, puisque là on va travailler à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, ces sources d'inspiration. Bon, ça c'est moins intéressant, bien sûr. Il y a Jung, hein, évidemment. Alors, réveiller les archétypes. Alors, ça c'est intéressant aussi. Ça, je vous invite à le lire. Elle explique l'origine des archétypes. Qu'est-ce que c'est que l'archétype? Quel est le territoire des archétypes? Donc, elle parle de la poésie, des images, des métaphores, de l'imagination. Hop. Ensuite, on a les qualités des archétypes. Donc, c'est pareil, ça va vous permettre d'appréhender de façon, on va dire, un peu intellectuelle, hein, mais c'est utile de structurer un peu sa pensée, de savoir sur quoi est-ce qu'on travaille pour mieux travailler avec. Donc voilà, ce sont des schémas, ils sont universels, ils sont atemporels, donc ils existaient au début de la création de l'humanité, on va dire, chez les premiers humains. Les archétypes sont infinis, donc il y en a pas, c'est pas juste ceux que vous allez voir, il y en a plein d'autres. Vous verrez dans d'autres jeux qui sont basés sur des archétypes différents, un peu plus sur certains plus traditionnels. Mais voilà, il y a cette idée qu'il y en a énormément. Ils contiennent à la fois, ce que je vous disais tout à l'heure, de la lumière et de l'ombre, donc des choses confortables, dont on pense qu'elles sont moralement bien, et des choses inconfortables dont on pense qu'elles sont moralement pas bien ou dangereuses pour soi. Ils utilisent des images, alors des images au sens large du terme. Voilà, une chanson, un mot, des souvenirs, voilà, une peinture. J'aime bien cette façon d'élargir l'aspect image. Alors, je ne sais pas comment c'était exprimé en anglais. Je ne sais pas si
la traduction qui n'est pas tout à fait fidèle, mais bon, j'aime bien cette idée de mettre au même niveau soit une peinture, soit une histoire, soit un rêve, soit des mots, une chanson, la nature aussi. Donc voilà. Voilà, hop, et pour finir, donc les intentions des archétypes, alors ça c'est intéressant, parce qu'ils vont stimuler l'imagination, la multiplicité, et surtout ils insistent sur le collectif, ça c'est super important, je crois que c'est un des gros travaux que l'humanité a à faire, c'est de travailler sur ses ombres et sur le fait de se sentir proche des autres, parce que quand on travaille sur ses ombres, on voit qu'on les projette sur les autres, et on voit aussi que les autres ont les mêmes caractéristiques que nous. Il y a beaucoup plus de choses qui nous relient que de choses qui nous séparent. Donc voilà, alors après, qu'est-ce que c'est qu'un archétype par rapport à un stéréotype? Les pères, les tierces sacrées. Voilà, le héros manquant. Donc il y a toujours des archétypes qui vont manquer dans un jeu. Comprendre les cartes, donc elle explique la famille des personnages, la famille des lieux, la famille des outils, la famille des initiations. Vous voyez d'ailleurs qu'on peut raconter une histoire, et d'ailleurs ça correspond un peu au tirage qu'elle propose. On a un personnage, un aspect de soi, qui va se trouver dans un lieu particulier, donc un environnement particulier, qui va utiliser un outil particulier, et ça va correspondre à une initiation. Donc ça, c'est, je trouve que c'est intéressant. Alors, utilisation des cartes, apprivoiser le savoir archétypal, la divination. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ok, donc elle dit, si vous voulez faire de la divination, mais bon, je trouve que c'est dommage de... Enfin, on peut faire, si vous n'avez que ce jeu-là, vous pouvez faire de la divination avec, mais c'est dommage d'acheter un jeu comme ça pour faire de la divination. Je trouve que c'est plus intéressant de faire un travail sur soi. Ou alors de faire de la divination, mais de toute façon, hein, elle va être dirigée par ce thème des archétypes, ou voilà, qui j'étais à cette période-là. Par exemple, si je travaille sur passé, présent, futur, donc soit qui j'étais, dans quel environnement, etc. Donc je vais tirer une carte et je vais travailler sur cet archétype, sur le passé, le présent, voilà dans la situation, qu'est-ce qui se passe, et puis futur, par exemple, sur quel archétype je vais devoir travailler pour, ça peut être une carte, voilà, pour soit ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être à l'œuvre, et je peux tirer une carte supplémentaire. Oui, voilà, c'est ça, je préfère. On va mettre une carte en futur, ce qui va être à l'œuvre. Et si ça ne me plaît pas, je peux tirer une autre carte pour voir comment est-ce que je peux, avec ces énergies archétypales, transformer ce futur qui ne me plaît pas. Voilà, donc on peut en effet faire de la divination. Mais n'oubliez pas de sortir quand même certaines cartes en outils. Ça serait dommage de s'en passer. Alors, suivez l'image. Donc, il y a un tirage en une carte. Voilà, alors elle explique, hein, on tire une carte, on va écrire quelques notes sur la carte, qu'est-ce qu'elle nous rappelle, etc. Donc là, on va faire un travail de projection, amplification en lisant la description de la carte, retour en arrière, on le laisse revenir plus en profondeur sur notre vie passée, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous dire, quelle situation, personne, aspiration, quel problème nous évoque-t-il. Donc ça, c'est un vrai travail psychologique. Et pour moi, vraiment, je trouve que c'est aussi, il y a une part spirituelle dans ce travail-là. Et après, continuer. Donc, on va mettre la carte et puis on va la laisser travailler pendant un petit moment. Donc, voilà, ça, c'est ce que je préfère comme type de travail. Après, faire appel au divin avec des chakras, racines, cœur, couronne. Donc là, c'est plus spirituel. Donc, l'énergie archétypale de la divinité intérieure sur le 3, sur le chakra couronne. Alors, bien sûr, si vous travaillez déjà avec des divinités, vous allez voir un archétype. Par exemple, vous allez avoir, j'en sais rien, la mer, et ça va vous faire penser à la divinité avec laquelle vous travaillez, ou, par exemple, là, la Vierge Marie. Voilà, il y a pas mal il y a beaucoup de divinités, ça peut être Isis, ça peut être, voilà. Donc,
Après, à vous d'étendre en fonction de vos croyances et de votre façon d'appréhender le divin. La quête intérieure, donc là, c'est le tirage dont je vous avais parlé. Donc, qui, où, avec quoi et pourquoi. Voilà. Donc, voilà, je trouve que c'est super intéressant et c'est particulier à ce jeu-là. On ne peut pas le faire, enfin, c'est plus difficile de le faire avec un autre jeu. Après, il y a l'Axis Mundi, le voyage du héros. Voilà. Ensuite, il y a le sens des cartes. Avec la première option, qui est la seule que j'ai utilisée pour l'instant, c'est lisez la carte à l'endroit. Et seconde option, prenez en compte le sens de la carte afin de mieux approfondir le sens. Donc, elle donne un exemple de comment changer un peu le sens de la carte en fonction du sens que l'on peut, oui, le sens de la carte tirée. Alors, pour en finir, voilà. Ensuite, nous avons les personnages. Avec à chaque fois donc une reproduction de la carte en noir et blanc. Vous avez le nom de la carte, vous avez quelques mots-clés, un petit texte, les aspects lumineux, les aspects sombres et pour aller plus loin. Alors vous voyez, pour la mère par exemple, les aspects lumineux, c'est celle qui est généreuse, créative, qui va nourrir. Les aspects sombres, elle va être épuisée, ça va être la mère sombre, elle va être épuisée, elle va être contrôlante, elle va donner trop de limites. Et pour aller plus loin, comment dire, elle propose de lire ou d'écouter une chanson. Donc il y a plusieurs, il y a plein de propositions, donc ça on utilise ou pas. On a aussi des petites informations sur les côtés. Et voilà. Donc ça va être pour toutes les cartes qui sont rangées donc par numéro et par famille. Voilà, donc ça c'est pour le livre. Alors au niveau des familles, il n'y a pas le même nombre de cartes par famille. Les familles sont, voilà, il y en a où il y a beaucoup, des familles où il y a beaucoup de cartes, mais celles par exemple des initiations, il n'y a pas autant de cartes que celles des personnages. Comment est-ce qu'elle les a appelées? Je me souviens jamais. Je crois qu'elle les a appelés personnages. Oui, des personnages. Donc vous voyez qu'on a des choses classiques. On a le père, enfin la mère, le père, l'étoile originelle, l'enfant éternel, l'orphelin, le mentor, le poète. Il y a des cartes qui sont... celle-ci par exemple, elle est sublime. La jeune fille. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Le chasseur, le guerrier, j'adore cette carte. Mais parce que j'aime beaucoup cette carte, parce qu'elle... bon, déjà, j'aime bien ce thème-là. Et aussi, elle répond à mon sens de l'ordre, de l'esthétique. C'est bien découpé. Donc, c'est intéressant aussi, si vous avez ce jeu-là, d'aller travailler les choses qui vous dérangent. Par exemple, là, moi, ça me dérange que ce soit pas correctement découpé. C'est super intéressant parce que je projette des choses aussi à partir de ça. L'aïeul, alors j'aime pas trop la traduction notamment de cette carte, certaines traductions, mais surtout celle-ci, parce que quand même dans l'inconscient collectif, l'aïeul c'est une grand-mère, donc ça a déjà été une mère, alors que The Crown, donc c'est le titre d'origine en anglais, c'est la vieille femme. Et je trouve plus intéressant d'avoir quelque chose qui soit en lien avec l'âge et pas forcément en lien avec l'histoire de vie. Donc on ait eu des enfants ou pas, on va tous devenir des crônes. Donc c'est voilà, je trouve c'est dommage d'avoir mis l'aïeul. J'aurais préféré qu'on mette la vieille femme ou voilà, qu'on trouve un nom. J'en avais trouvé un autre. Qu'est-ce que je m'étais dit, tiens, peut-être l'ancienne, voilà, par exemple. On dit les anciens. Donc l'ancienne, ça m'aurait plus parlé. Bon. Le juge, le magicien. Alors vous voyez qu'on a des morceaux, hein, on a un vrai travail de collage style, je trouve, art-thérapie. Moi j'en ai fait et on faisait des décollages de ce type-là, soit bien découpés, soit on n'était pas obligé de bien découper. Donc il y a
il y a des choses qui vont venir nous titiller lorsqu'on va sortir la carte. Le chaman. Alors l'amoureux, bien sûr, elle est magnifique, elle est très jolie, j'aime beaucoup. La sirène, l'animal, elle est très très belle. En fait, c'est vrai que Kim Krans, elle a ce sens des couleurs qui est assez prodigieux. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien ce qu'elle fait. Et c'est vrai que oui, ça fait partie des auteurs et artistes que je suis et que j'aime beaucoup. Et bah, je suis contente d'avoir reçu ce jeu-là parce que bah, je l'avais justement, je l'avais pas pris en anglais en me disant que j'étais pas trop sûre des illustrations, que comme c'est quand même un sujet complexe, bah, j'avais envie de l'avoir aussi dans ma langue maternelle. Ça me demandait trop d'efforts de faire ce travail avec le bouquin en anglais. Et donc, donc du coup, bah, je suis contente de l'avoir reçu en français. Et je suis contente du coup aussi de vous le présenter en français parce que je pense qu'il va plaire à pas mal de monde. Il y a plein de personnes qui sont en train de se tourner vers ce travail personnel que permettent les cartes. Et voilà, celui-ci, il est parfait pour faire ce travail personnel. Donc vous voyez qu'on est passé dans les lieux, la grotte, la montagne, la rivière. Vous voyez que le cheval, il est à l'envers. Hop, l'océan, la forêt, le désert, le pont, le temple. Hop, l'impasse. Donc là, on a quelque chose de très sombre. Donc et la façon dont le papier est découpé et le rapport entre les couleurs et le noir et blanc, tout ça participe à créer une émotion, puis à titiller l'intérieur, l'inconscient, pour aller chercher, justement, par exemple ici, la boîte, pour aller chercher l'archétype en soi. L'idée, c'est de céder des cartes, puis un peu du guide, enfin, puis beaucoup du guide aussi, pour aller chercher, aller creuser en soi et trouver en fait l'archétype en soi. Les enfers, ça me fait penser, je crois que c'est le 10 d'épée qui a des vers comme ça dans son tarot, la ligne de faille, et là on a le bardeau, la flamme, donc ça ce sont des outils, les larmes, l'énigme. Alors vous voyez qu'elle a mis des numérotations qu'on a appris à l'école. Donc je vous invite à vous replonger sur les numérotations en chiffres romains. C'est très bien, c'est bien, ce serait dommage que ça se perde. Je sais que les Américains ne l'apprennent pas, donc ça a été compliqué pour eux, mais nous on l'a appris à l'école, donc ça revient vite. Vous allez voir, et puis si jamais c'est vraiment un problème, vous pouvez écrire le nombre dessus. Mais ce serait dommage de perdre l'occasion de réviser ce qu'on a appris et qu'on n'utilise pratiquement plus. Disons qu'à partir de 20, jusqu'à 29 ça va, mais après 29 on a moins l'habitude de le faire, donc voilà, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est un petit clin d'œil, hein, mais j'ai trouvé ça sympa. La vision, la pierre précieuse, l'anneau, le nectar, le médaillon, le baiser, elle est superbe, le masque, l'épée, le venin, l'offrande, la prière, la graine, la pierre, le miroir, le récipient, donc ce qui contient, le fil, Eros, Agapé, Thanatos, l'Apocalypse, la gnose,
Kairos, Aletheia et Anima Mundi. Alors le dos des cartes, il a été beaucoup critiqué parce qu'en fait on a une sorte de diamant qui est flou et j'ai trouvé ça super intéressant puisque c'est un jeu donc qui va creuser dans l'inconscient, dans cette partie justement de nous qu'on ne connaît pas bien, qui est floue et en fait on est gêné par ce flou du diamant. Et je me suis dit, c'est vraiment un reflet de... Ce flou du diamant, c'est un reflet du diamant qu'on va aller chercher dans ces endroits sombres, dans ces endroits de notre psyché que l'on ne connaît pas bien. Et en même temps, c'est un reflet de la société d'aujourd'hui où on voudrait tout savoir, tout maîtriser, tout connaître, et que tout soit net, bien rangé, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir eu l'opportunité de vous le présenter. Pour moi, c'est un jeu qui ne ressemble à aucun autre. Mais je vous le redis, c'est un jeu qui demande de se poser, de faire un travail sur soi. Donc il faut être déjà suffisamment en forme pour le faire. Faut avoir envie de le faire. C'est pas trop une question de temps, puisqu'on voilà, on peut réorganiser son temps pour faire des choses avec. C'est plus une histoire d'investissement, d'avoir envie de s'y investir, que c'est un sens pour nous. Je trouve qu'on peut aussi, avec ce jeu-là, faire un travail avec, par exemple, une amie. Ça peut être intéressant de tirer une carte chacune ou chacun, de faire un échange autour de la carte, de dire la signification. C'est aussi, je pense, un jeu qui peut bien se prêter à un travail collectif ou dans un groupe. Donc voilà. Je vous embrasse tous. À bientôt.